Antoine qui va jouer, et ben on va en faire un DVD. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les caméras. C'est pour ça. Donc après toutes ces introductions, me voilà. Donc ma conférence gesticulée s'appelle, comme c'est écrit là, à l'aide ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique. Parce que je me suis pas mal intéressé à l'Afrique. Alors, d'abord, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi je m'intéresse à l'Afrique en fait. D'où ça me vient cette histoire pourquoi je ne m'intéresse pas à l'Amérique latine comme beaucoup de jeunes Français ou quoi. Je me suis dit que peut-être ça venait de ce que chez mes parents, quand j'ai grandi, il y a plein de choses qui viennent d'Afrique. Il y a des tentures africaines, il y a des masques, il y a un truc que je trouvais incroyable. Il y a des boîtes avec des bestioles, des insectes de fous, des gros hannetons comme ça, il y a un scorpion énorme. Et tout ça, ça vient d'Afrique. Alors pour moi, c'était waouh, génial, l'Afrique exotique. Enfin, je trouvais ça, voilà, ça me faisait rêver. Et donc ça venait, c'était mes parents qui avaient ramené ça. Parce qu'au début des années 80, mon père a travaillé pendant 2 ans en Côte d'Ivoire. Alors mon père était fonctionnaire de France Télécom, vous savez, l'entreprise publique qui s'occupait des télécommunications en France. Et en tant que fonctionnaire de France Télécom, il a été délégué au titre de la coopération avec les télécoms ivoiriens. Il a été délégué pour les télécoms ivoiriens pour monter quelques dizaines de bâtiments, voilà, pour développer le réseau téléphonique en Côte d'Ivoire. Et il avait donc le statut de coopérant, il a vécu pendant 2 ans, un peu en brousse, un peu en ville. Et donc, bon, je l'ai un peu questionné sur cette période, comment ça se passait, tout ça. Et bah, c'était assez intéressant. Alors, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, du coup, dans ce qu'il m'a raconté. Il disait, en tant que coopérant, tu gagnes 2 fois plus, tu dépenses 2 fois plus, et tu économises 2 fois plus. C'est quand même pas... Pardon, c'est qui a toussé, là? Ah bah... Non, parce que j'ai prévu des trucs en fait pour les gens qui étaient un peu malades. Ne vous inquiétez pas. Hop là. J'ai des stop-sous. Et j'ai des bonbons au miel. Voilà, non, parce qu'il ne faudrait pas non plus que vous profitiez de la soirée. Voilà, tiens, hop, bonbons au miel. S'il y en a qui sont enrhumés, j'ai aussi des mouchoirs. Non, mais vous n'allez pas tous vous mettre à tousser pour avoir des bonbons au miel. Par contre, je peux vous donner des mouchoirs, quoi, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont enrhumés, mais en ce moment, c'est terrible. Voilà, ça fait du bien. Tu serais pas un petit peu pas là? Attends, je pense que tu manques de bêta-carotène. Bouge pas. J'ai un truc vachement bien pour toi. C'est de la spiruline. Alors, c'est une espèce de micro-algue. Voilà, t'en manges un ce soir, un demain, voilà. On verra plus tard. En fait, la spiruline, c'est une micro-algue qui est hyper nutritive. Et puis qui un jour a joué un rôle, en quelque sorte, dans ma vie. Alors, il faut que je vous explique un peu le contexte. En fait, j'étais ingénieur, enfin, j'étais en école d'ingénieur. J'ai fait ma scolarité, tout ça. Et puis, j'ai fait des sciences, parce que j'étais assez bon. Et je me suis retrouvé en école d'ingénieur à devoir choisir une filière. Après 2 ans de prépa intégrée, il fallait choisir entre génie civil, génie physique, génie mathématique, etc. Puis moi, bon, j'étais pas vraiment inspiré par un truc ou l'autre, quoi. Enfin, tout me plaisait potentiellement, ou pas, bon. Alors je me suis dit, Antoine, tu es devant un choix, engage-toi, fais quelque chose qui va aider le monde, vas-y, fais un choix voilà, où tu vas pouvoir être utile pour le plus grand bien de l'humanité. Ok. Bon, je savais pas trop quoi faire non plus, quoi. Alors, à ce moment-là, il y a des amis qui m'ont transmis un article qui parlait de la spiruline. Qui disait que ça avait des vertus nutritives hyper intéressantes, que ça poussait bien et que c'était promu à un avenir important dans la lutte contre la malnutrition. Et notamment en Afrique, parce qu'avec le climat, ça pouvait très bien pousser, c'était adapté, tout ça. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire génie biochimique et alimentaire. Génie biochimique et alimentaire, ça sonne bien pour lutter contre la malnutrition. Je vais apprendre à cultiver des bactéries, à cultiver des algues, ou je sais pas quoi. Et donc j'ai fait ça. Et finalement, bon, j'ai appris quoi, à faire de la bière, du yaourt, et puis un peu la génétique, quoi. Bon, ça peut aussi aider, mais... Et puis j'ai un peu oublié la spiruline.
j'avoue, et j'y ai repensé pas mal d'années plus tard. J'ai repensé pas mal d'années plus tard parce que, entre-temps, j'ai fait de l'assainissement et je suis parti en Afrique. Un peu plus tard. Je suis parti dans ce petit pays-là qu'on appelle le Burkina Faso. Alors c'est ça, la biochimie, donc ça mène aussi à voilà, travailler dans le secteur de l'assainissement et je suis arrivé là-bas pour travailler au sein du CREPA. Alors, il faut que je vous montre, le CREPA c'est ça. Donc CREPA, je ne sais pas si vous aurez une idée de ce que ça peut vouloir dire. C'est... Centre... Non, régional. Alors régional dans le sens régional, hein. C'est 17 pays. Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement. Et puis après il y avait un faible coût, mais ça il l'avait pas mis dans l'anagramme. Donc je me suis retrouvé au Burkina Faso, à Ouagadougou, la capitale, au siège du CREPA. Donc le CREPA c'est cet organisme-là qui bosse dans 17 pays, qui est financé entre autres par l'Union Européenne. Alors ça c'est spécifiquement pour le projet EcoSan. Voilà. Alors EcoSan c'est un projet d'assainissement écologique. L'idée c'est de réutiliser les excrétas et les urines dans l'agriculture pour lutter aussi, pour améliorer la souveraineté alimentaire. Donc c'est un très beau programme financé à coups de millions par l'Union Européenne. Et puis il est financé aussi par l'ASDI. Vous avez une idée de ce qu'est l'ASDI ? Bon, c'est l'agence suédoise pour le développement international. Et puis c'est aussi financé par les Danois et je crois qu'il y a une partie aussi par la Banque mondiale. Voilà. Et puis donc moi j'étais là-bas. Alors l'assainissement globalement, à quoi ça consiste quand on travaille dans l'assainissement ? Parce qu'il y a le côté eau potable, mais il y a tout le côté assainissement. Donc c'est réussir à faire en sorte que les pauvres Africains aient des latrines et fassent leurs besoins dans des latrines plutôt que dans les champs ou dans la rue, parce que là ça propage des maladies et ça cause la mortalité, etc. C'est un problème. Donc il y a tout un tas de programmes, de microcrédits, de développement technique des latrines. Il y a même des programmes de formation pour apprendre à viser dans les trous, pour que ça soit bien hygiénique. Non, je vous jure, hein, il y a vraiment ce type de programmes qui sont mis en place par la GTZ. Je ne sais pas si vous connaissez la GTZ. Alors ça va falloir que je le retrouve. Non, parce qu'en fait, moi j'étais payé par le DED. Vous savez, le DED, en fait, c'est le service allemand de développement. Deutscher Entwicklungsdienst. Et la GTZ, c'est aussi un truc allemand, alors c'est Gesellschaft Technisch, bon, je sais plus, mais c'est en allemand, bon, c'est la coopération allemande. Et donc, voilà, je bossais dans ce CREPA. Alors, il faut savoir que l'AEPA, l'AEPHA, vous savez ou quoi, non? L'AEPA. Et franchement, je donne un bonbon à celui qui trouve. C'est facile, l'AEPHA. C'est facile. C'est l'assainissement. L'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement. Ok ? Ça fait partie des OMD. Vous savez ce que c'est les OMD quand même? Non? Non, il n'y a personne qui connaît les OMD. Vous n'avez pas envie de bonbons. Hein. Les objectifs du millénaire pour le développement. C'est les grands objectifs que les pays à l'ONU se sont donnés au début des années 2000 pour dire on va lutter, on va vraiment s'engager contre la pauvreté. Donc au début des années 2000, ils ont mis en place 8 objectifs du millénaire pour le développement, comme c'était le nouveau millénaire. Et l'idée c'était de dire qu'en 2015, je crois, on aurait réduit de moitié le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Bon, il faut être dans la bonne moitié, on est d'accord. Parce que les autres, ils restent sous le seuil de pauvreté. Et puis après, ça se décline aussi en un tas d'autres objectifs sur les questions de genre, sur tout un tas de choses. Et l'objectif numéro 7, c'est l'AEPA, l'AEPHA. C'est bon? Ok. Voilà, bon, je bossais dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, quand on commence, il faut apprendre tous les sigles, il faut on passe au moins 2 mois à essayer de comprendre de quoi on parle quand on lit un rapport. Et justement, moi, je lisais beaucoup de rapports, parce que mon travail, c'était faire la capitalisation des savoirs au sein du CREPA. Alors, la capitalisation, c'était en gros récupérer des rapports de toutes les structures des 17 pays du CREPA, les lire et en gros en faire des synthèses, faire des success stories quand il y avait des bonnes histoires, etc.
Et alors ce qui m'a frappé aussi à ce moment-là, c'est que souvent, il y avait les projets initiaux, avec la fiche de projet, les objectifs, les gens iront bien aux toilettes, dans les latrines, ça sera propre, il y aura moins de mortalité, les gens seront heureux, ou ils auront des évacuations. Et puis, à la fin du projet, tu avais les mêmes objectifs qui étaient collés dans les résultats, coquilles comprises. Exactement la même chose. Et en fait, moi, voilà, je compilais tout ça pour les mettre en valeur, pour que l'ASDI, le DANIDA, enfin ceux qui financent, continuent à dire que c'est bien le travail que fait le CREPA et qu'il faut continuer à financer. Grosso modo, ça consistait à ça. Et puis un jour, quand même, j'ai pu sortir de mon bureau climatisé du CREPA, de Ouagadougou, pour aller en brousse. Alors, c'était Abdou, un ami d'un ami, qui vivait dans un village à 2 heures de Ouaga, le village de Koulpissi, et qui m'a invité à venir passer quelques jours pour me dire, viens, voilà, voir le village, comment ça se passe. Super, je vais partir. Alors, je prends ma petite chemise couleur locale, histoire d'essayer de me fondre dans la masse, quoi. On sait jamais, hein. Hop. Je me prépare, je prends mes bagages, tout ça. Je vais à la gare de l'Est, à Ouagadougou, c'est la gare de bus qui est à l'Est. Tout simplement. Et je prends la route de l'Est, voilà, plein feu, 2 heures de route, tac, on me pose au bord du goudron. Et là, donc, il fallait encore atteindre le village qui était un peu paumé, loin du goudron. Donc je demande à quelqu'un s'il peut m'amener, tout ça, il a une moto, donc je lui paye l'essence pour la moto, il m'amène, c'est parti dans les chemins, des super chemins, alors c'était la saison des pluies, c'était trop bien. Il y avait plein de champs verts dans tous les coins, on traversait des rivières qui étaient au milieu de la route, comme ça, c'était énorme. Et donc on arrive au village, et là il y a Abdou, alors moi je sais pas qu'on est au village, parce qu'en fait on ne le voit pas le village, il y a rien quoi, c'est toujours la même route avec des champs de 3 mètres comme ça, de sorgho, de vide. Et puis on voit rien autour. Il y a juste Abdou qui est là et qui me salue. Hé mon ami, comment ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Et les activités? Ça va, ça va, ça va. Et la santé? Oui, 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 ça va. Et chez vous? Oui, oui, oui. Et votre femme? Ah, ça va. Et la tienne? Ah, moi j'en ai pas. Bon, on va t'en trouver une. Et... Bon, ça dure, voilà, un petit temps, il faut le temps de se saluer. Là, je vous l'ai fait en accéléré, hein, quand même. En France, en général, on dit hey, « salut, ça va? Ouais, ça va et toi ?» Bon, c'est la même chose, mais voilà, dans une autre temporalité. Et donc, voilà, je croise Abdou, on discute vite fait, et puis il me dit « Allez, je vais te faire visiter le village. » Alors, il m'amène faire un tour du village. Et alors là, j'ai pris conscience de quelque chose d'assez intéressant. D'abord, il me présente la route sur laquelle je suis arrivé. Pour moi, c'était un pauvre chemin comme ça. Il me dit non, que cette route, en fait, c'est l'Union européenne qui l'a construite. En fait, sur le bord de la route, si on regarde bien, il y a des panneaux. Et des panneaux qui indiquent l'Union européenne a financé cette route. Et donc, c'est une route, quand je disais qu'on traversait des ruisseaux et tout, qui a été conçue pour ne pas être emportée pendant la saison des pluies et que le village reste accessible en toute saison. Donc voilà, pour favoriser l'accessibilité du lieu, l'Union européenne a financé cette route. Puis un peu plus loin, on voit la place du marché. Et alors là, bon, une place du marché toute simple, hein, enfin quelques poteaux, des trucs dessus pour protéger, quoi. Et puis il me dit, bah, ça c'est une place qui a été financée par la coopération japonaise. Effectivement, à côté de la place du marché, on voit un petit panneau, la coopération japonaise, alors avec un sigle incompréhensible, ça a financé une place du marché. Et puis un peu plus loin, il me montre le moulin à grains. Un moulin à grains pour les femmes, pour aller faire la farine et pour la cuisine. Et il me dit, ce moulin à grains, en fait, c'est l'USAID. L'USAID, c'est un des services d'aide des Nations Unies, des États-Unis. Donc voilà. Et puis on continue la visite. Et puis un peu plus loin, il me montre l'école. Alors je vois l'école et tout, très bien, une école classique. Hein. Il me dit, bah, cette école, en fait, elle a été financée par un programme du PNUD. Vous connaissez le PNUD? Comment? C'est qui l'a dit? Ah vas-y, t'as droit à un bonbon. Tu veux un stop tout ou un bonbon au miel? Voilà, le programme des Nations Unies pour le développement qui a financé une école
dans le village de Koulpissi, ainsi qu'un peu partout. Alors après, il y avait un cas d'école assez intéressant. C'était un puits avec un forage. Alors ça, c'était une ONG qui venait de Suisse, qui l'avait faite, et qui avait fait un travail intéressant parce qu'il s'était dit, il faut que ça soit durable. Donc, on va former un technicien pour pouvoir réparer la pompe au cas où elle tombe en panne. Et donc le technicien, avec tout un système économique qui prélève une certaine somme soutenable sur l'eau qui tire du puits, et puis qui peut, en cas de pépin, réparer la pompe. Et puis un jour, la pompe, elle tombe en panne. Alors il se met en mouvement pour réparer les choses, et là, il y a une association française qui arrive, la fleur au fusil, et qui dit « vous avez un problème de pompe, nous on en a !» Ils leur mettent une pompe. Et du coup, le technicien, il a laissé tomber, quoi. Il a dit, c'est bon, s'il y a toujours des blancs qui viennent faire les trucs pour nous, c'est pas bon. Et après ce petit tour de village, il y a un truc qui me plaisait pas, quoi. Je me dis, c'est quand même bizarre. Tous les biens publics, tous les trucs qui sont de l'ordre du public, du commun, pour tout le village, ça vient des étrangers. Ça vient tout le temps de l'extérieur, de loin, souvent de blancs. Et j'aurais peut-être pu rajouter la mosquée construite par la Libye ou 2-3 autres exemples. Et puis tous les gens que je rencontrais dans le village, ils me voyaient, ils disaient « Ah, c'est bien que vous veniez, on est contents, on espère que vous avez des projets pour nous. » Et moi, je dis « Non, je suis venu juste en visite comme ça, j'ai pas de projet. » En même temps, c'est vrai, j'aurais pu avoir des projets. C'est là que j'ai repensé à la spiruline. Je me suis dit, si j'avais poursuivi mon idée de jeune étudiant ingénieur et que je m'étais mis en tête d'aller faire de la spiruline, j'aurais peut-être pu un jour débarquer au village d'Abdou, à Koulpissi, et puis leur dire, ouais, on va faire une ferme de spiruline, vous allez voir, c'est super bien. Et puis, pas leur imposer, mais leur proposer. Et comme ils sont sympas, ils auraient dit, ouais, c'est super et tout. Et tout le monde aurait dit que c'est très bien, en fait, pour le développement. Alors bon, j'ai rencontré des gens qui font de la spiruline au Burkina. Je suis allé voir parce qu'en fait, il s'avère que non seulement le Burkina, c'est le pays des ONG. Il y a 630 ONG recensées dans le pays. Un truc énorme. Vous savez ce que c'est les ONG quand même. Bon, ça va. Mais c'est aussi le pays où la spiruline se développe énormément. Il y a notamment à Koudougou, la 3e ville du pays, des gens qui développent la spiruline, qui font des projets. Il y a un grand spécialiste de la spiruline à Koudougou, et c'est un Français. Et il accompagne les projets pour que les gens qui ont des projets de spiruline ne fassent pas trop de conneries, parce que c'est quand même un peu difficile à faire, il y a tout un pan économique qui va avec la production de spiruline. Et alors, ce que j'ai constaté en rencontrant un peu des gens qui sont là-dedans, c'est que tous les gens qui portent des projets de spiruline, ce sont des étrangers, ce sont pour la plupart des blancs. Donc ça a confirmé l'impression que j'avais là. Et alors récemment, j'ai trouvé une thèse qui mettait en mots ce que je pressentais à ce moment-là. Alors c'est un monsieur qui s'appelle Grégory Henné, qui a soutenu une thèse à l'université de Caen. Une thèse qui est sur les ONG au Burkina. Donc il a étudié beaucoup d'ONG au Burkina, il a fait des études comparatives entre les résultats, les discours, beaucoup de choses. Pendant 3 ans, il a eu le temps quand même de bien creuser. Et il dit ceci dans sa conclusion. L'implication massive des ONG au Burkina depuis 40 ans constitue une trace indélébile dans le développement du Burkina. Actuellement, celui-ci paraît incapable de se penser en dehors de la rhétorique des grands bailleurs de fonds, des ONG et de leurs activités. Et d'ailleurs, en a-t-il réellement la volonté? Alors là, il pose ça en question. Bon. À voir. Et après, il explique un peu les problèmes de coordination de l'ensemble de ces acteurs, qu'il y a 630 ONG, c'est hyper difficile à coordonner. Donc je vous ai donné un exemple avec le coup du puits, mais des exemples, il y en a à l'appel. Et dit que pour les agences de développement et les bailleurs, l'intérêt se limite à une bonne rédaction des rapports, qui met un peu plus en valeur leur vitrine et leur discours. Et de l'autre côté, il y a les ONG qui valorisent l'aspect communicationnel pour continuer à séduire les bailleurs et à perpétuer leurs projets. Et finalement, dans tout ça, tout le monde semble profiter de ce développement, sauf les bénéficiaires qui passent après toutes ces considérations.
Alors j'étais assez content de trouver cette thèse, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais senti comme ça. À me dire, c'est vraiment bizarre, quoi, que les gens ne croient plus en eux-mêmes, en leur capacité à faire les choses, ou en la capacité, en leur pouvoir public de faire des choses. Alors bon, au village d'Abdou, ils connaissent pas la spiruline, hein, j'y suis pas allé pour faire mon projet, et ils mangent autre chose. Ils mangent... alors du coup, il m'a fait visiter un peu tout leur champ. Donc, vite fait, un petit panel de l'agriculture du village de Koulpissi. Il y a donc l'agriculture vivrière, ceux qui mangent, donc les grands champs dont je parlais, du mil, du sorgho, du niébé, après il y a les condiments aussi, le gombo, les aubergines, bon, les légumes comme on a nous, du manioc, de l'ignane. Et puis il y a la culture qu'on appelle de rente, ou la culture commerciale. Alors de rente, c'est plus quand c'est vendu à l'extérieur du pays, et la culture commerciale, c'est vendu à l'intérieur. Donc il y a notamment des arachides. Alors au Burkina Faso, ils n'ont pas énormément de culture de rente. Il y a le karité qui marche bien. Et selon vous, quelle est la principale culture de rente du pays? Exactement. Tu veux un bonbon? C'est stop tout. Tant pis pour toi. Le coton. Voilà, le coton, principale culture du pays, principale richesse pendant des années, détrônée récemment par l'or. Ils ont trouvé de l'or au Burkina. Mais le coton a longtemps été la principale richesse du pays. Et Abdou, lui, il me disait, moi, en fait, je cultive pas du coton parce que je suis pas sûr de gagner de l'argent avec. Je trouvais ça bizarre, quoi. Pourquoi tu gagnerais pas de l'argent si tu cultivais du coton? Alors j'ai un peu mieux compris le système coton, le système qui lie toute l'agriculture du coton. Quand j'ai vu un film à Ouagadougou, alors là c'était une asso un peu altermondialiste, Attaque Burkina, qui présentait des films devant les étudiants. Alors ils allaient à Ouaga, à la cité universitaire, ils sortaient les bancs, ils mettaient un vidéoprojecteur et tout, et puis ils projetaient des films. Et là ils avaient projeté Noir Coton. C'est un film qui décrypte un peu les fils de la filière coton au Burkina Faso. Enfin, en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. Alors, historiquement, le coton, les Africains, ils n'en cultivaient pas il y a très longtemps. Ils ont commencé à en cultiver sous la période coloniale. Parce qu'en fait, c'était les colons qui avaient besoin de coton pour le textile. Alors, au Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, c'était la France. Donc, ils ont demandé, les Français avaient besoin de s'indépendantiser par rapport aux Anglo-Saxons pour dire, on a besoin d'avoir notre propre coton pour faire nos tissus, pour habiller nos soldats, etc. Et ils sont allés demander aux Africains, vous voudriez pas cultiver du coton pour nous, ça serait sympa. Bon, les Africains, ils n'ont pas trop cultivé du coton. Ils ont mis un impôt colonial. Ils ont dit, toute personne vivant sur le territoire français devra s'acquitter d'un impôt. Et pour pouvoir payer l'impôt, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut cultiver quelque chose à vendre aux gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire les colons. Et du coup, voilà, ils se sont mis à cultiver aux endroits où ils pouvaient, café, cacao, bananes, tout ça. Au Burkina, ils n'ont pas eu beaucoup de choix, ils sont essentiellement mis à cultiver du coton. Comme ça, ils pouvaient payer l'impôt. Parce que s'ils ne payaient pas l'impôt, après l'armée coloniale, elle venait et puis elle brûlait le village, quoi. Enfin, normal. Et du coup, ils sont mis à cultiver ça, mais ça marchait pas très bien. Alors le pouvoir français, ils ont mis en place un système intelligent que je vais vous expliquer.